Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mardi 26 septembre 2006, September 26 2006. CONFERENCE d'ouverture, Opening Conférence 10h. L'université, des idées neuves à l'innovation. University from New Ideas to Innovation. Comment l'université peut-elle contribuer, par la valorisation des connaissances qu'elle produit, par l'imagination qui caractérise ses enseignants-chercheurs et ses étudiants à la conception, à la réalisation et à l'exploitation des projets innovants. Nouveaux biens et services, nouvelles pratiques sociales, nouvelles entreprises, nouvelles technologies. L'innovation, qui est le moteur de l'entreprise et du système économique, est-elle compatible avec la culture universitaire ? Ou bien comment la culture et le savoir universitaire promeuvent-ils ou s'adaptent-ils à la logique d'innovation dans l'économie extrêmement concurrentielle et individualiste des temps modernes? How university can contribute, through the exploitation of the produced knowledge, through the imagination of its scholars and students to the conception, the achievement and the commercialization of new innovative projects, new goods and services, new social practices, new business, new technology? Is innovation the engine of the enterprise and of the economic system, linked to the university culture, or how the university culture and knowledge create or adapt to the innovation logic in the extremely competitive and individualist society of modern times? Discours d'accueil, Welcome Address, Michel Delebarre, député-maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine de Dunkerque. Avec la participation de René Blanchet, membre de l'Académie de sciences, professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis et administrateur délégué de la Fondation Sophia Antipolis. Alain Dubrul, ancien président de l'Université du Littoral et ancien recteur des universités de Paris. Alain Etchegoyen, philosophe, ancien commissaire au plan. Jean-Paul Fitoussi, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, président de l'Observatoire français de la conjoncture économique. Nicolas Jacquet, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Mark Susskind, Head of the European Office, National Science Foundation USA. Conférence PLENIERE, PLENARY session 14h. James Kenneth Galbraith, University of Texas at Austin USA, Innovation and Prédation. Session 1, 26 septembre 14h45 17h15. Économie du savoir et économie d'innovation. Knowledge Economy and Innovation Economy. Cher Jerry Courvisanos, University of Ballarat, Australia. El Moubmou, Université Paris 13, France. Dominique Plion, Université Paris 13, France. Finance et économie de la connaissance, des relations équivoques. mou@seg.univ-paris13.fr. desplions@aol.com. This paper analyzes the relationships between finance and knowledge, which are two major pillars of modern capitalism. The paper starts by showing that the knowledge-based economy is nor identical to the information economy, neither to the new economy, driven by information technology. It is shown that the knowledge-based economy has to be analyzed in terms of a new division of labor, including different productive schemes. In the second part of the paper, we show that finance plays a crucial role in knowledge-based capitalism. The two major institutions of financial capitalism, i.e., financial markets and firms driven by shareholder value, can be analyzed as endogenous responses to the needs of knowledge-based economy. Basically, financial institutions contribute to the marketization of knowledge and to the private appropriation of the wealth created by knowledge. Interaction between finance and knowledge also strengthen internal contradiction of capitalism and lead to increased instability and polarisation of wealth. Edouard Barrero et Joël Thomas Ravix, Université de Nice, France. Innovation, connaissance et organisation de l'industrie. Le paradoxe de l'entrepreneur. jtravix@idefi.cnrs.fr. L'entrepreneur est traditionnellement considéré, dans l'analyse économique, comme la figure centrale du processus d'innovation continue qui caractérise les économies modernes.
S'inscrivant le plus souvent en rupture avec la théorie économique standard, cette perspective a été principalement élaborée par les traditions évolutionnistes et autrichiennes pour expliquer le lien entre innovation et développement économique. Toutefois, cette conception de la fonction de l'entrepreneur vient masquer une autre approche, inaugurée par Marshall et développée par Penrose, dont l'intérêt est de proposer une image différente de l'action de l'entrepreneur permettant d'introduire, entre l'innovation et le développement économique, le rôle de l'organisation industrielle. The entrepreneur is traditionally considered, in the economic analysis, as the core of continuous innovative process which characterize the modern economy. Often positioned as an alternative of the standard economic theory, this framework was mainly elaborated by the evolutionist and Austrian tradition to explain the link between innovation and economic development. However, this conception of the entrepreneur had another approach, introduced by Marshall and developed by Penrose, which offer a different image of the entrepreneur action and enable to introduce, in between innovation and the economic development, the role of industrial organization. Guy Kerr, Université Paris X Nanterre, France, Innovation managériale et conditions salariales. guy.kerr@libertysurf.fr. Schumpeter distinguait, on le sait, 5 formes d'innovation pouvant être d'origine économique: introduction d'un nouveau bien ou ouverture d'un nouveau marché, technologique, conquête d'une nouvelle source de matières premières ou introduction d'une nouvelle méthode de production, ou organisationnelle, création d'une nouvelle organisation industrielle. Par ailleurs, selon lui, l'innovation devient de plus en plus collective. Le travail des bureaux et des commissions tend à se substituer à l'action individuelle. À une époque où les directions des ressources humaines sont jugées, au même titre que les services financiers, sur leur aptitude à créer de la valeur, il peut donc être intéressant de cerner les innovations qu'on qualifiera de managériales au niveau de l'entreprise et du système social, et de voir les conséquences pouvant en résulter pour les travailleurs, pour les individus et pour le collectif ouvrier. Gisto Barissy, Université du Littoral, France, Finance, Innovation et Régime d'accumulation. Finance, Innovation and Capital Accumulation Cycle. justo.barissy@laposte.net. La communication part d'une analyse critique des notions utilisées pour définir le cycle d'innovation de la nouvelle économie, pour en classer ensuite les composantes selon les mécanismes différents de reproduction élargie du capital. Est ainsi évoquée d'emblée l'importance de la finance et du politique, ou mieux, du militaire dans ce cas, pour la recherche fondamentale et l'innovation. Une comparaison des processus de production de l'innovation est réalisée entre le warfare de l'administration de Ronald Reagan et le warfare de l'administration de George Bush. En particulier, l'impossibilité de maîtriser aujourd'hui l'impulsion, les orientations et les cycles des innovations fondamentales est soulignée. Les craintes qui concernent en particulier la maîtrise de l'innovation dans les biotechnologies sont illustrées. The paper starts by a critical analysis of new concept and definition created to describe new economies boost and integration between financial, industrial and social processes. Then the processes are decomposed and analyzed by different capital reproduction mechanisms grids, Schumpeterien, Fordist and primitive accumulation mechanisms. The importance of innovation processes management is stressed, in relation to public policies. In particular, the influence of Reagan administration's and of J. Bush administration's warfare policy concerning innovation networks are briefly compared. Difficulties and dangers concerning the management of innovation cycle in biotechnology are underlined too. George Liodakis, University of Crete, Greece, Social Restructuring and the Need of Reorienting Technological Innovation. lio@science.uc.gr. This paper examines the role of technological knowledge and innovation, in the context of the capitalist mode of production and the society, technology dialectic, by focusing on the interaction between social restructuring and technological change. The general pattern of research and innovation will be investigated more specifically, along with the determinant role of the particular trends in the current restructuring of capitalism. The implication of the particular pattern of finance and technological innovation,
will be investigated further, first with regard to capitalist profitability and crisis, and secondly with regard to its impact on economic development, the environment and social welfare. Examining the implication for labor productivity, we interrogate the familiar myth of capitalist efficiency associated with the process of technological change. Finally, the need of a technological reorientation is stressed, without exaggerating the role of technological change as a means of social restructuring. Cet article examine le rôle des connaissances technologiques et de l'innovation dans le contexte du mode de production capitaliste et de la dialectique société-technologie, en s'intéressant aux interactions entre les restructurations sociales et les changements technologiques. La configuration générale de la recherche et de l'innovation sera étudiée plus spécialement, de même que le rôle déterminant des tendances particulières dans les restructurations actuelles du capitalisme. Les implications du modèle particulier de l'innovation financière et technologique seront examinées plus attentivement, premièrement en ce qui concerne la rentabilité du capitalisme et les crises, et deuxièmement en ce qui concerne ses impacts sur le développement économique, l'environnement et le bien-être social. Tout en examinant les implications sur la productivité du travail, nous interrogerons le mythe familier de l'efficacité capitaliste associé au processus du changement technologique. Finalement, le besoin d'une réorientation technologique est souligné sans exagérer le rôle du changement technologique comme moyen de restructuration sociale. Evgenia Dragonova-Madeleine, Université du Littoral, France, Société de la connaissance et transition économique. Et madeleine@nornet.fr. L'information est sans cesse codifiée en nouvelles connaissances. Les flux de connaissances deviennent d'un nouveau mécanisme de coordination de la société, en parallèle et en interaction avec les relations d'échange, économiques, et les mécanismes de contrôle politique qui existent déjà. L'économie politique tend de plus en plus à se fonder sur la connaissance. Dans une économie fondée sur la connaissance, l'université est en mesure de jouer un rôle élargi en matière d'innovation. Il paraît clairement aujourd'hui qu'une grande partie du développement dépend de la science. Ces liens entre la science et l'industrie existent pourtant depuis que la science est devenue une activité organisée, au cours du XVIIe siècle. Marx les a signalés au milieu du XIXe siècle, à propos du développement de l'industrie chimique allemande. Au début de ce nouveau millénaire, la contribution potentielle de la science au développement économique suscite de la concurrence entre les régions et les nations. Des régions où il se fait moins de recherches sont maintenant bien conscientes que la science, appliquée à leurs ressources locales, constitue l'assise d'une grande partie de leur développement socio-économique dans l'avenir. Qu'en est-il dans les PECO? Information is continually codified into new knowledge. The flow of knowledge is becoming a new coordination device of society, in parallel and in interaction with economic, exchange relation and political, control mechanism which already exist. The political economy tend more and more to be based on knowledge. In an economy based on knowledge, the university is capable of playing an extended role where innovation is concerned. It is apparent today that a major part of development depends on science. These links between science and industry have existed however since science became an organized activity during the 17th century. Marx pointed them out in the mid of 19th century regarding the development of the German chemical industry. At the beginning of this new millennium, the potential contribution of science to economic development gave rise to the competition between regions and nations. The regions where less research is carried out are now well aware that science, applied to their local resources, makes up the foundations of a substantial part of their socio-economic development in the future. What is the situation in Eastern Europe? Session 2, 26 septembre 14h45 17h15, Investissement, innovation et politique monétaire. Investment, Innovation and Monetary Policy. Cher Giuseppe Fontana, University of Leeds, UK. Philippe Arestis, University of Cambridge, UK and Levy Economics Institute, USA. The Consensus View on Interest Rate and Inflation, Reality or Innocent Fraud? pas267@scam.ac.uk
Current monetary policy involves the manipulation of the central bank interest rate, with the specific objective of achieving the main goal of monetary policy, which is in most cases the inflation rate. This has two issues. The first is the theoretical underpinning of this mode of monetary policy. The second is the channels of monetary policy or, more concretely, the channels through which change in the rate of interest may affect the ultimate goal of policy. Both aspects are investigated in this paper. Furthermore, we suggest that it is imperative to consider the empirical estimates of the effect of monetary policy. We summarize results drawn from the euro area, the US and the UK. Two important conclusions emerge. The empirical results point to a relatively weak effect of interest rate change on inflation. Also monetary policy can have long-run effect on real magnitude. There are also problems with the theoretical framework, and these are discussed. All in all, these results do not fit comfortably with the current thinking on interest rate and inflation. Giuseppe Fontana, University of Leeds, UK, a post-Keynesian perspective on the theory of modern central banking. gf@loops.leeds.ac.uk. Drawing on a critical analysis of the new consensus view in macroeconomics and its policy recommendation, this paper attempt to provide a post-Keynesian alternative to the theory and policy of modern central banking, by arguing for a more flexible application of the standard aggregate demand fine-tuning strategy through interest rate management with a view to hitting inflation targets. The main tenet of the paper is that in the presence of source of past dependency, the decision of the central bank to stimulate aggregate demand not only increases the current level of output and employment but, importantly, it may also change the underlying economic relationships such as to allow the economy to produce permanently at higher levels of output and employment without engendering inflationary pressure. In other words, the central bank has the potential for lowering the NERU. The paper will consider empirical estimates of the effect of monetary policy in the euro area, US and UK to evaluate this theoretical possibility. Malcolm Sawyer, University of Leeds, UK, Macroeconomic Policy and Innovation. mcs@loops.leeds.ac.uk. Macroeconomic policy, and particularly monetary policy, has been based on the classical dichotomy with a separation between the demand side and the supply side of the economy. It has also been based on the assumption of a predetermined growth of supply. If one believes that, in the long run, there is no trade-off between inflation and output, then there is no point in using monetary policy to target output. You only have to adhere to the view that printing money cannot raise long-run productivity growth, in order to believe that inflation rather than output is the only sensible objective of monetary policy in the long run. King, 1997 page 6. The literature of invention and innovation has long recognized the impact of economic activity on invention and innovation, and vice versa. As scholars from Marshall to Kuznets have recognized economic activity change knowledge directly and indirectly, and every change in knowledge opens up the condition for change in activity and thus further change in knowledge, ad infinitum, and in quite unpredictable ways. Metcalfe 2001 page 570. The purpose of this paper is to explore the implication of the past dependence nature of invention and innovation for the conduct of macroeconomic policy. Christine Barthelet, Université du Littoral, France, Compétitivité, politique restrictive et innovation, le cas européen. c.barthelet-univ@tiscali.fr. L'Europe marque un retard certain par rapport à ses principaux concurrents en matière d'innovation et de R&D, qui notamment, pèse aujourd'hui sur sa croissance économique. Ceci constitue aujourd'hui une préoccupation forte de la Commission européenne, puisque la stratégie de Lisbonne renouvelée, par le Programme cadre pour l'innovation et la compétitivité, PIC, propose des moyens conséquents et un cadre cohérent pour améliorer la compétitivité et le potentiel d'innovation au sein de l'Union européenne. Il semble néanmoins nécessaire de s'interroger à ce niveau sur deux points. D'où provient ce retard de l'Europe en matière de R&D et d'innovation ?
Son rattrapage est-il compatible avec la politique monétaire actuelle de l'UE et ses conséquences? On peut, de ce point de vue, avancer quelques pistes de réflexion montrant que ces deux questions sont liées. Session 3, 26 septembre 14h45, 17h15. La décentralisation et les pôles de compétitivité, une synergie autour des projets innovants. Decentralization and Cluster, a Synergy on Innovative Project. École nationale d'application des cadres territoriaux, ENACT, Dunkerque. Chère Sylvie Guillet, ENACT. Les pôles de compétitivité mis en œuvre ont été reconnus par les services de l'État comme des vecteurs majeurs du développement local. Les activités concernées sont souvent implantées historiquement dans les territoires qu'elles ont contribué à façonner. Pour les acteurs locaux et leurs partenaires, il s'agit donc aujourd'hui d'assurer autour de la synergie entreprise-recherche-formation une nouvelle dynamique industrielle sur des bases souvent existantes. Cette logique de développement en réseau renforce le potentiel de développement local et concentre les savoir-faire au bénéfice de filières et de territoires. Elle participe également du renforcement de l'identité locale et du processus de métropolisation dans lequel les grandes agglomérations s'appuient sur la force de leur histoire, autant que sur l'innovation dans une démarche stratégique de développement territorial. Cette stratégie de l'innovation axée sur des bassins de vie et sur des filières économiques représentatives a également pour effet de renforcer, par-delà les frontières, les solidarités historiques de territoire au plan européen. Il s'agira durant l'atelier de mesurer à travers des exemples les premiers résultats du dispositif des pôles de compétitivité dans toutes ses dimensions. Avec les interventions de Yves Duruflé, directeur du développement économique, secrétariat général des affaires régionales, préfecture du Nord. Les pôles de compétitivité marquent un tournant de la politique industrielle de la France. Cette démarche cherche à renforcer les liens et les synergies entre la recherche, les entreprises et les organismes de formation. Par ces rapprochements, il s'agit d'innover, de créer de la valeur ajoutée et donc des emplois. Les pôles de compétitivité permettent également de rendre plus visibles les savoir-faire industriels de la France à l'étranger et renforcent de fait notre compétitivité. Dans ce dispositif, les pouvoirs publics, États et collectivités territoriales, ne sont pas des initiateurs mais ils accompagnent les entreprises, les laboratoires et les centres de formation. Cette démarche a suscité un intérêt très significatif au regard des 109 dossiers de candidature déposés au niveau national. Dans le Nord-Pas-de-Calais, cet engouement s'est aussi vérifié grâce à la mobilisation de tous les acteurs de la recherche, de la formation et de l'entreprise et au partenariat régional établi pour accompagner ces démarches. Alors qu'elles ne représentent que 0,7% du poids de la recherche nationale, la région a obtenu 6 dossiers labellisés dont un pôle à vocation mondiale. Les premiers résultats constatés après un an de mise en œuvre confirment cet engouement, puisque tous les pôles de compétitivité de la région mettent en œuvre d'ores et déjà des projets de recherche. Les pôles de compétitivité marquent une nouvelle approche de la politique de recherche et du développement industriel, et traduisent par le soutien de tous les acteurs publics une nouvelle approche de l'aménagement du territoire. Cathy Buquet, Direction Enseignement Supérieur, Recherche et Nouvelles Technologies, Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. c.buquet@nordpasdecalais.fr. Le schéma régional de développement économique validé par le Conseil régional en novembre 2005 propose de structurer l'économie autour d'une articulation étroite entre pôles d'excellence et territoires. Cette approche qui couple aménagement du territoire et excellence n'est en rien contradictoire avec le travail en réseau et la transversalité entre secteurs d'activité et territoires, vecteurs l'un et l'autre de l'innovation et la compétitivité. En cela, l'approche développée par le pôle Optex entre pleinement dans la stratégie souhaitée par le Conseil régional et fait la démonstration de créer des dynamiques de territoire qui se renforcent l'une l'autre. Et de Christophe Van de Portael, chef de service, Direction du développement économique, Communauté urbaine de Lille. Vincent Durieux, directeur, Direction du développement économique, Communauté urbaine de Lille. Béatrice Castilla Ramos, University of Yucatan, Mexico, le fonctionnement des maquiladoras dans la province du Yucatan au Mexique.
Session 4, 26 septembre 14h45 17h15. Connaissances, finance ou lien social? Innovation et artisanat, knowledge, finance or social link. Innovation and craft industry. Institut supérieur des métiers, ISM, Paris. Cher, Alexis Govsian, directeur de l'ISM. Présentation, Anne de Blinière-Légereau, présidente de l'ISM. Christian Marbache, président d'Oseo Services France, Innovation et TPE, des relations complexes. Christian Marbache, président du GIE Oseo Services et membre de l'Académie des technologies, a pendant presque toute sa carrière eu l'occasion d'étudier les problèmes de la technologie, et en particulier dans le monde des PME. Par ses responsabilités successives à Sofinova, dans le financement des fonds propres ou à Landvar, par l'encouragement à l'innovation, il a pu appréhender la multiplicité des situations du dialogue entre PME et technologie. Ce dialogue, en effet, ne peut être limité au monde des PME industrielles, par exemple sous-traitantes de grands groupes, ou à celui des PME de haute technologie. Toutes les PME de toute taille, et en particulier celles de l'artisanat, sont confrontées à l'évolution des technologies. Elles sont contraintes à en tenir compte, sous la pression de leurs clients, de leurs fournisseurs, des administrations, etc. Mais peuvent aussi jouer elles-mêmes un rôle plus actif en utilisant ces technologies pour modifier leur offre de produits et de services, et par une politique globale d'innovation, se développer et non seulement survivre. L'exposé illustré par des exemples évoquera ces divers aspects. Il rappellera aussi le rôle fondamental que joue la compétence du personnel et la capacité de vigilance du patron dans cette approche de la technologie. Colette Fourcade, Université de Montpellier 1, France, Marion Polsch, Université de Montpellier 1, France. Le développement de l'entreprise artisanale vecteur de l'innovation. Implication pour l'organisation et pour les relations humaines. The development of the artisanal enterprise a vector of innovation. Implication for the organization and for the human relation. Colette.fourcade@wanadoo.fr marion.polsch@wanadoo.fr. Le club des dirigeants Languedoc-Roussillon rassemble une dizaine d'artisans et d'universitaires. Ils travaillent depuis 3 ans sur des thèmes de réflexion liés au développement de l'entreprise artisanale. Les différentes formes de développement s'appuient sur un engagement de l'organisation et les changements de celle-ci. Ainsi, nous avons pu identifier 3 formes d'innovation organisationnelle induisant de nouvelles configurations d'organisation selon le mode de développement privilégié par le dirigeant. En décomposant l'organisation selon ses systèmes de fonctionnement et de décision, nous avons repéré les formes d'innovation touchant directement les relations humaines. Apparaît ainsi une véritable architecture d'innovation pour soutenir la stratégie de développement. The Languedoc-Roussillon Artisan Manager Club gather about 10 artisan managers and academics. It has been working for 3 years. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.